Alors, on est live sur Facebook. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre parce que pour l'instant, on n'a pas encore de personnes qui sont connectées à ce live. Pour tous ceux qui vont se connecter, qui vont nous rejoindre, on s'excuse à l'avance. Comme vous le savez, les lives, il y a énormément en fait de complications techniques et tout, et malheureusement on en a eu un. Voilà pourquoi on commence un peu en retard. Donc je m'excuse tout de suite et je vais déjà vous demander par me donner plusieurs cœurs à tous ceux qui sont là pour me motiver vraiment et motiver mon très cher invité à aller jusqu'au bout de cette session de Facebook Live entre Africains. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Eric Adangba. Monsieur Eric Adangba, qui est donc le fondateur de Aoko Rent, qui est donc une plateforme de location de voitures entre particuliers. Eric, bonjour. Bonjour. Ok. Alors, Eric, je pense qu'il y a un problème au niveau du micro, donc il faudrait que tu... parce que je m'entends, en fait. Oui, je vais tout à l'heure. J'ai la page Facebook Live de Ok, d'accord. Donc, tu es en train... Tu es sur deux plateformes, en fait, en même temps. Maintenant, est-ce que ça va? Oui, maintenant c'est parfait. Donc, Eric, bienvenue sur ce Facebook Live. Bonjour à toi. Comment vas-tu? En tout cas, je suis très heureuse de t'avoir comme invité aujourd'hui. Merci. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours entrepreneurial. Et on va essayer de comprendre en fait qui est derrière Eric Aoko et exactement quelle est la plateforme Aoko, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que justement tous ceux qui nous regardent peuvent bénéficier de cette plateforme-là. Alors, merci de m'inviter à ce Web TV, à ce partage d'expérience sur j'encourage votre entreprise, un moyen de développer la communauté de notre Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et toutefois on peut participer, on peut partager une expérience sur cette plateforme. Alors, je dis encore bonsoir à tous les internautes, ceux qui sont connectés. Alors, moi, c'est Eric Adangba. Je suis le fondateur de la plateforme Aoko Rent. Aoko Rent est une plateforme de location de voitures sur laquelle les propriétaires de véhicules peuvent se connecter, mettre les véhicules en location. D'une part, et d'autre part, les consommateurs, les usagers peuvent venir sur la plateforme se connecter et louer les voitures. Donc, Aoko vient une solution pour digitaliser la location de voitures en Afrique. Alors, nous existons depuis 2017. Eric, juste te dire, alors il y a Jean-Luc Goran qui nous suit et qui nous dit qu'il y a un écho en fait. L'écho, je sais pas si c'est du. Il faudrait voir de ton côté. Est-ce que peut-être tu as des écouteurs? Tu peux mettre des écouteurs, peut-être que le son sera meilleur. Oui, j'ai les écouteurs. Ok, alors essaye peut-être. 2 minutes. D'accord, ça marche. Alors à tous ceux qui sont là, je dis bonjour en tout cas à Jean-Luc Goran. Bonjour à toi. J'espère que Miléa se porte bien. Bonjour à Urbain Yaposeka. Bonjour à Claise Marlon Milandou. Bonjour à Colette Tano. Merci à vous de nous suivre et d'être présents. Donc aujourd'hui, en fait, comme je le disais, on va parler du parcours entrepreneurial de Monsieur Eric Adangba, qui a créé justement cette plateforme-là, Aoko Rent, qui permet justement à des particuliers de pouvoir louer des voitures entre eux. C'est quand même quelque chose d'assez innovant qu'on ne voit pas forcément, on va dire, chez nous, ici en tout cas en Côte d'Ivoire.
Peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais plutôt de façon informelle. Lui, il est allé vraiment jusqu'au bout du processus et a créé une plateforme qui facilite justement cette transaction-là. Moi, j'en parle volontiers parce que je suis une de ses clientes et j'aime beaucoup justement la façon dont c'est fait et comment est-ce que il facilite en fait tout le processus. Donc, Eric, est-ce que c'est bon pour le son? Oui, je pense que c'est bon. Oui, parfait, c'est bon. Là, Vous m'entendez? Ouais, là, on t'entend super bien. Ouais. OK. Alors, donc tu nous disais que AOCO a été créé en quelle année? Alors, je disais que nous existons depuis 2017. Et aujourd'hui, AOCO comptabilise 78 équipes en rotation. Et nous avons déjà servi plus de 700 clients particuliers comme entreprise. Plus de 700 clients. Oui, plus de 700 clients. D'accord. Et vos clients sont basés où? Est-ce que c'est ici en Côte d'Ivoire seulement pour l'instant ou alors plutôt à Abidjan ou alors à l'extérieur aussi d'Abidjan? Alors, la majorité des clients se trouvent en Côte d'Ivoire. Il faut dire que les sociétés qui sont des sociétés multinationales sont aussi clients à AOCO, donc ont des missions beaucoup à l'intérieur. Il faut dire que c'est des clients à l'international, donc des Anglais, des Européens, des Sud-Africains. Les clients de la sous-région, qui utilisent nos véhicules. D'accord, ok. Alors, je crois que nos internautes, en fait, nous disent qu'il y a encore un écho. Je ne sais pas si tu as un appareil qui est ouvert ou... Donc, en fait, il faut que tu éteignes, Eric, tous tes appareils qui sont autour de toi. D'accord. Pour que je pense que le son soit impeccable, que tout le monde puisse nous entendre facilement et qu'on puisse te comprendre surtout. Ouais. Ok. Je suis en train de l'appareil. Ok, super. D'accord. Je ne sais pas si ça résout le problème. Je pense que là, en tout cas, ça va. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, est-ce que pour l'instant, j'espère en tout cas, dites-nous si le son ne passe toujours pas, on va essayer de trouver la solution. Donc, Eric, alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, tu nous expliques exactement comment la plateforme fonctionne. Moi, j'aimerais savoir un peu quel est ton background. C'est-à-dire, avant de commencer à être un entrepreneur, tu as fait des études dans quoi? Est-ce que tu as travaillé ou alors après tes études, tu as décidé justement de rentrer directement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Oui, je pense que... Est-ce qu'il y a toujours un écho? Non, là, ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon parcours? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait l'école militaire pendant la ville, où j'ai eu le bac C. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'école polytechnique de Yamoussoukro. Et là-bas, je suis sorti de l'école supérieure de mines en 2003. Et j'ai commencé ma carrière en 2004 avec la société CNR, qui est canadienne, ici en Côte d'Ivoire. Donc, après 2 ans, je suis passé à l'international, où j'étais avec Schlumberger, numéro 1 du service dans le monde. D'accord. Et là, j'ai pratiquement fait 12 ans à l'international, où j'ai eu à travailler dans les 4 continents. Donc, dernièrement, en 2016, j'étais directeur forage de Kabuna. En 2016. Et après, en 2017, directeur forage de Côte d'Ivoire, au compte de Schlumberger. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai eu la fibre de l'entrepreneuriat. Tu as eu la fibre de l'entrepreneuriat. Alors, Eric, on nous dit qu'il y a toujours un écho. Donc ça, je ne sais pas si c'est peut-être, je ne sais pas, l'endroit où tu te trouves, mais apparemment,
Il y a toujours un écho. Voilà. Toujours On un m'envoie écho. des messages pour me dire qu'il y a un écho, il y a un écho, il y a un écho. Allô? 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 Je ne sais pas pourquoi j'ai un retard, mais Ok. je suis allé dans une plus grande salle pour voir s'il n'y a pas d'écho. Alors, on nous donne plein de conseils. Ah, merci, vraiment, merci à tous ceux qui nous regardent. On me donne plein de conseils. Tout le monde m'envoie des messages pour me dire qu'il y a un écho. Alors, on fait un autre test. Eric, vas-y, parle un peu, comme ça on va voir. Alors, est-ce que pendant que je parle, il ne faille pas que vous activez votre micro? Moi, mon micro, il est activé. Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que vous l'entendez? Luigi, Vanessa, Anne, Eunice, Naï. Est-ce que vous pouvez me dire si vous l'entendez? Eric, vas-y, fais un test. On va Alors, voir. Les internautes. On fait un test comme ça, tous ceux qui nous suivent vont me dire si. Correctement. Mais voilà, comme je disais, ma dernière position, avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, j'étais ici en Côte d'Ivoire, au nom de Schlumberger, et je dirigeais le forage. Ok, donc en fait, avant de lancer ta plateforme AOCO, tu étais dans le pétrole, dans l'industrie du pétrole. Oui, j'étais dans l'industrie du pétrole. Et effectivement, c'est le fait d'avoir voyagé et de voir que c'était tellement facile de louer des voitures à l'extérieur. Par contre, au retour, c'était très difficile. C'était plus difficile au retour. C'était plus difficile au retour d'avoir des voitures. Et donc, l'idée est venue de mettre en place quelque chose qui facilite les Ivoiriens à louer des voitures. D'accord. Donc, en fait, Eric, moi, j'essaie de t'imaginer. Donc, je te vois dans ton poste, dans ta position. Tu es quand même un big boss, j'imagine. Tu as toutes ces années, tu rigoles, mais c'est ça, quand on est ici au pays, qu'on travaille, qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a eu des beaux postes à l'extérieur, on devient un espèce de boss, entre guillemets. Donc, tu as été quand même un boss, un petit boss, on va dire. Et j'imagine que tu gagnais très bien ta vie à un moment donné. Donc, quel a été ce déclic-là de sortir de ce confort et de vouloir justement sauter dans l'entrepreneuriat? Là, c'est une question. Sincèrement, je vais répondre ça. Mais je vais dire que arrivé à ce moment dans la carrière, on est insatisfait. On ne se sent pas utile pour la communauté. On se sent juste utile. Oui, on se sent juste utile pour un groupe de personnes, ou bien pour une société. Et souvent, on a envie d'aller plus loin que ça. On a envie d'être plus utile pour la société, pour la communauté qui est autour de soi. Et voilà, je pense que c'est ce qui m'a peut-être poussé à vouloir faire quelque chose qui sera utile pour la communauté ivoirienne et africaine. D'accord. En fait, ton envie d'entreprendre alors, parce que pour ceux qui veulent entreprendre en général, quand ils voient un entrepreneur, on pense tout simplement, je sais pas, on pense à Donald Trump, on pense à des grands entrepreneurs ici qui font beaucoup d'argent. En général, beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent justement dans ce domaine-là se disent qu'ils sont là pour faire beaucoup d'argent, pas forcément qu'ils sont là pour la communauté. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Est-ce que derrière aussi cette envie de servir la communauté, il y a aussi ce désir justement aussi de vouloir faire plus d'argent que ce que tu gagnais pendant que tu travaillais? Il faut non, ça c'est clair. Aussi, hein. Ça c'est clair. D'accord. C'est clair. Okay. J'ai pas envie de me D'accord. Je voulais forcer pour faire un très grand héritage à ma descendance. Donc, je voulais avoir beaucoup d'argent et pouvoir le mettre à disposition de mes descendants, de la communauté. Donc, il faut dire que j'ai d'abord voulu générer des revenus supplémentaires au début.
Ok, donc ça, c'est la première raison. Oui, avant que je ne crée la plateforme, d'accord. j'étais d'abord en poste et comme l'argent ne suffisait pas, j'ai voulu augmenter mes revenus et donc j'ai acheté 4 véhicules pour mettre en location à travers des mécaniciens. D'accord. Ok, donc là, on touche un peu, si tu veux, voilà, comment dire ça, le réel, en fait, l'envie de devenir entrepreneur, à la base, c'est aussi pour augmenter ses revenus, c'est pour gagner plus d'argent. Et après, justement, on développe peut-être cette envie de pouvoir avoir un impact autour de notre communauté. Exactement. Voilà. Donc, dans ton cas, en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par le besoin d'avoir des revenus supérieurs et ensuite ce besoin justement de pouvoir aider ta communauté autour de toi. Exactement. C'est ça. Ok, c'est ça. Alors, donc, tu te lances dans l'entrepreneuriat, Eric. Tu fais tes petits tests à côté et tout. Et là, tu te dis, bon, je veux me lancer à 100% dedans. J'aime ce que je fais. Je vois qu'il y a du potentiel dedans. Comment est-ce que tu arrives à avoir tes premiers clients? Parce que on est quand même en Afrique, hein, et en Afrique, on a un gros problème de confiance, justement. Comment est-ce que tu arrives à convaincre justement ton premier client de pouvoir prêter sa voiture à une personne qu'il ne connaît pas en échange de l'argent? Parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, Aoko. Exactement. Il faut dire que lorsque j'ai acheté les véhicules, après un an, tous les véhicules ont été hors d'usage. Donc, c'est là que j'ai compris que faire une allocation traditionnelle, comme on connaît, n'est pas forcément la meilleure dans ce camp de business. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère digitale. Et donc, c'est là que vient l'idée de pouvoir faire le partage. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui a un véhicule qui est propriétaire, il est à même de mieux gérer son véhicule que de le confier à des gens qui n'ont pas la souci d'entretenir le véhicule. Mais par contre, il pouvait prêter à une structure qui est très organisée, qui est très professionnelle, à son partiel, pour le mettre en location et générer des revenus. Donc, c'est en cela que la France est née. Et comment est-ce que quand mes premiers clients, alors il faut dire que j'ai des clients. D'accord. Mes clients sont les propriétaires. Les propriétaires de véhicules, c'est ça. Le deuxième client sont les utilisateurs. Un peu comme moi. Moi, parce que moi, j'utilise ta plateforme. Je suis je suis une cliente fidèle. Et donc, moi, je suis en fait ton deuxième client. Ton premier client, c'est les propriétaires de voitures, parce que sans propriétaire de voiture, en fait, ton business ne fonctionne pas. Exactement. Donc, nous sommes 100% sur les propriétaires des véhicules. C'est-à-dire que le business repose sur la propriété du propriétaire des véhicules. Donc, on a besoin de créer ce climat de confiance, ce climat de professionnalisme, ce climat de sécurité pour pouvoir avoir à disposition des véhicules. D'accord. Et donc, moi, je suis… Oui, vas-y. Et donc, quand je reviens à la question, comment est-ce que j'ai eu mes premiers clients? Oui. C'est d'abord, il faut le dire sincèrement, les relations proches. Tout à fait. Voilà. Il faut dire que après avoir travaillé 10 ans, 12 ans, mes relations proches ont quelques véhicules, 2, 3. Et donc, en leur proposant ce business-là, et avec la notoriété que j'ai devant eux, ils ont plus confiance. Ils ont testé avec moi. D'accord. Donc, c'est de bouche en bouche. Lorsqu'ils ont testé, ils ont vu que c'était bon. Et aussi, ils ont dit à leurs camarades, écoutez, voir Eric Adambola, il fait la location. Et donc, du coup, avec ça, et puis de fil en aiguille, tu as commencé à bâtir un peu ton réseau. Aujourd'hui, le Papoto est composé des gens que je ne connais même pas. Ah, des personnes que tu ne connais pas.
que je ne connais que je. D'accord, ça c'est très intéressant. Donc en fait, ta notoriété s'est faite en fait de bouche à oreille. Donc tu as commencé avec des premiers clients qui eux te connaissaient, qui t'ont fait confiance, et de fil en aiguille, en voyant justement que la plateforme marchait, que ton modèle d'affaires marchait, ils ont décidé eux en retour d'en parler autour d'eux. Et c'est comme ça que petit à petit, tu as commencé à te constituer tes premiers clients propriétaires. Exactement. C'est exactement comme ça s'est passé. Et je dis encore merci à tous mes propriétaires. Je dis merci à. Je ne sais pas si tu as cité certains noms, mais ce que je suis, je suis en ligne. Mais tu peux les citer, hein, tu peux toujours, parce que justement, en général, ces premiers clients, on n'en parle pas souvent, tu vois, alors que c'est grâce à eux, finalement, que certains entrepreneurs prennent une certaine confiance et décident de continuer à poursuivre leurs rêves, parce qu'ils ont eu ces premiers clients qui ont cru en eux. Donc, bien sûr, moi, je pense que c'est important de les citer, de les remercier publiquement et tout. Alors, je dis encore merci à Naï, je dis merci oui. Je dis merci à Danish, je dis merci à Jean-Pierre, oui. Je dis merci à... Bon, il faut aussi dire merci à certains clients parce que aussi, de l'autre côté, ils ont eu confiance de prendre des véhicules qui ne sont pas dédiés 100%. Exactement. Alors, donc, ces clients-là, voilà, c'est vrai qu'au début, c'était tous des particuliers et après les structures sont entrées dedans. Donc, je dis merci à toutes ces personnes. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à tous parce qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur justement qui arrive à vivre de son rêve et qui, en même temps, impacte sa communauté. Et ça, pour moi, en tout cas, ça a énormément de valeur. Donc, on remercie à ses premiers clients, en tout cas, qui t'ont fait confiance, Eric. Et donc là, donc tu as les premiers clients, tu arrives donc à bâtir justement ce network-là. Et comment est née justement cette plateforme sur Internet? Parce que comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que moi, je dois forcément vous appeler ou alors je peux aller sur Internet et à partir d'Internet, je peux directement faire mes travaux? Alors, on a pensé à tout le monde. D'accord. Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Oui. Tout le monde n'est pas très digital. Donc, on permet à certains propriétaires de véhicules de passer à travers nos bureaux ou des contrats physiques, des chèques, des vérifications physiques sont faits sur les véhicules et sont mis en ligne par des équipes qui sont au bureau. Par contre, pour les high-tech, ils n'ont pas bien se déplacer. Ils restent chez eux à la maison, devant leurs ordinateurs ou devant leur car. Ils se loguent sur tout.net. Ils vont sur la section faire louer en 5 étapes, en moins de 5 minutes, leur véhicule est en ligne. Nos équipes ici valident la mise en ligne et c'est parti. Ok. Alors, Eric, excuse-moi, mais il y a Kevin qui me dit qu'on a encore ce problème d'écho qui persiste. Donc, je ne sais pas si... on va te demander peut-être de te... Attends. Alors, vous m'entendez? Alors, Kevin, si tu es en ligne, s'il te plaît, dis-nous. Parce qu'il y a le non, mais je pense que quand tu enlèves tes écouteurs, je pense que quand tu enlèves tes écouteurs, je pense que c'est pire. Hein. C'est pire, hein? Ouais. Donc peut-être mets tes écouteurs et peut-être essaie de parler un peu plus proche au niveau de ton micro. On va tester pour voir si c'est bon ou pas. Ok, donc oui, il y a Claise qui nous dit merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous signalent qu'il y a de l'écho. Moi, j'ai l'impression, en fait, Eric, de m'entendre parler quelque part. Est-ce que... Oui, effectivement, quand je parle, je m'entends parler. Toi aussi, tu t'entends parler. Oui, je ne sais pas si c'est ça. Ok. Donc, on va peut-être retester encore et en espérant que, je ne sais pas,
en espérant que ça passe, peut-être avec le micro un peu plus proche de la bouche. On va voir ce que ça va donner. Ok, Eric. Donc moi, alors, je me dis que je suis ta cliente et avant justement de pouvoir signer le contrat avec ton équipe, quand je suis venue vous voir, j'ai posé au moins 15 millions, minimum 15 millions de questions. Parce que, en fait, venant du Canada, d'accord, j'ai eu à louer plusieurs fois des voitures là-bas. Donc, dans ma tête, en fait, j'avais justement un contrat bien type. Donc, en venant ici, j'avais pas forcément. Il y a toujours ce problème de confiance là, malheureusement, qu'on a. Donc, je me suis posé vraiment un minimum de 15 millions de questions. Et j'ai même embêté vraiment tes commerciaux là-bas. Donc, voilà. Alors, au cas justement où il y a un accident qui arrive, il y a un problème qui arrive, à qui est la responsabilité? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vos équipes en fait font pour les clients qui louent vos voitures? Et comment est-ce que les propriétaires, eux, puissent ne devront pas payer en fait justement les frais de réparation? Comment ça se passe, Eric? Alors, c'est très simple. En cas d'accident, il y a d'abord, nous, en tant qu'AOCO, notre premier souci, c'est de sécuriser l'utilisateur, de lui permettre de continuer sa location, ou bien sa course. Oui. Donc, automatiquement, on lui fait un véhicule de remplacement. Donc, dans les 4 heures qui suivent, au maximum, selon la distance, on remplace le véhicule. Et on s'est allié avec un service mobile de maintenance. Lorsque le véhicule ne peut pas se dépasser, alors ce service de maintenance va récupérer le véhicule et l'envoie dans un garage. En ce moment précis, on essaie de voir la panne. Est-ce que la panne est due à l'utilisateur ou bien c'est dû à l'usage? Je veux dire à l'usure. Voilà, donc du coup, très rapidement, on essaie de sécuriser le client, donner une voiture remplacement, et puis ensuite, nous, on s'occupe de la réponse. D'accord, ok. Alors, attends. Ok, Kevin, merci. Kevin me demande de couper mon micro pendant que tu vas parler. On espère que ça va marcher. On va essayer, en tout cas, tout ce qu'on peut essayer pour que vous puissiez entendre ce témoignage intéressant, en fait, de Eric sur sa plateforme AOCO, qui, pour moi, en tout cas, est vraiment une superbe invention. Bon, pas forcément une invention parce que c'est quelque chose qui existe déjà, peut-être de façon informelle, mais Eric, toi, tu es quand même arrivé à bien formaliser justement tout ça et puis à justement faire en sorte d'avoir un côté digital en ce qui concerne la location de véhicules. Donc, ma prochaine question pour toi, justement, Eric, c'est, tu disais, avant qu'on passe justement à tout ce qui était assurance, tu disais que quand on allait en ligne, en fait, tout était fait pour que les transactions se passent très facilement et en quelques minutes, finalement. C'est bien ça? C'était ça. D'accord. Et comment est-ce que tu peux nous expliquer encore, s'il te plaît, comment est-ce que justement on arrive à faire ça? Alors, lorsque vous partez en ligne, sur la plateforme www.aoko.net, vous partez dans la section faire louer votre véhicule en 5 étapes, c'est-à-dire on vous demande de mettre vos coordonnées, de mettre les références de la voiture, l'âge et le prix que vous voulez, ou bien je vais dire le revenu que vous voulez obtenir par jour sur votre voiture. Dès que vous remplissez ces cases, vous mettez les photos, 4 photos de votre voiture, c'est-à-dire les photos de face, derrière, à gauche et à droite, et aussi de l'intérieur, donc ça fait 5. Lorsque ces photos sont uploadées dans le système, très rapidement, alors nous ici, notre équipe, on reçoit la validation, on regarde les critères de validation, on regarde les papiers d'assurance, on regarde la visite technique, on s'assure que
de façon légale, tous les papiers sont à jour. Et après, on valide les véhicules. Alors, on a 3 systèmes de validation. Le premier système pour les véhicules neufs, c'est-à-dire de moins de 3 ans, qui sont encore sous garantie constructeur, alors la validation est automatique. Lorsque le véhicule passe entre 3 et 5 ans, on fait une pré-validation et on vous exige à passer sur un de nos partenaires, des garages partenaires. Donc, on a un Midas qui est l'un de nos garages partenaires. Alors, vous partez faire une vérification physique qui nous certifie que le véhicule est en bon état. En ce moment-là, on valide vos véhicules. La troisième vérification, ce serait les véhicules qui ont plus de 5 et 10 ans. On fait un check plus approfondi qui est un peu, voilà, qui prend environ 1 à 2 jours avant de valider le véhicule. Donc, tout ça dépend au fait de l'état de vos véhicules. Sinon, pour le moment, jusqu'à preuve le contraire, nous acceptons des véhicules de 0 à 10 ans. Lorsque le véhicule dépasse 10 ans, sous réserve, bien sûr, on essaie d'évaluer l'état du véhicule avant de le mettre sur la plateforme. Voilà. Donc, si je vais résumer, pour ceux qui ont des véhicules neufs, entre 0 et 3 ans ou entre 3 et 5 ans, la validation, soit c'est du tic au tac ou ça ne dure pas un, 2 jours. C'est rapide. C'est lorsque le véhicule a plus de 5 ans qu'en ce moment-là, ça peut prendre 2, 3 jours pour être validé. Ok, super. Merci beaucoup, Eric. Alors, Eric, en fait, on vient de m'expliquer que maintenant le son est parfait. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'à chaque fois que l'un ou l'autre va parler, il va falloir qu'on se mute. Voilà, parce que apparemment c'était ça le problème. Donc là, je viens d'avoir des des retours de tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup en tout cas. Faire des événements live, c'est pas forcément facile. Donc merci beaucoup à vous tous. Donc Eric, tu viens de nous expliquer comment justement ça fonctionne au niveau de ta plateforme. Et aussi, quel est le type de véhicule que justement vous acceptez, le nombre d'années, quel est le nombre d'années justement que les véhicules ont, que vous acceptez. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de l'autre côté, qui sont tes clients? Moi, je sais que je suis une de tes clientes. Mon profil, c'est que j'ai étudié donc à l'extérieur, je viens de l'extérieur, j'ai une mentalité très nord-américaine, donc ce genre je n'ai pas de voiture actuellement, et donc ce genre justement d'initiative, pour moi, c'est tout bénef en fait. Est-ce que tu as des personnes qui me ressemblent ou alors tu as d'autres types de clients justement? Alors, merci Daisy, merci d'être client de Aoko. Ça fait plaisir que vous utilisez la toute dernière version de Grande Vitara 2019, qui est un véhicule tout neuf, qui a moins de 5000 km à son compte. Alors, elle est loue pratiquement entre 40 et 50 000 francs par jour. Et je pense que c'est un coût qui défie toute concurrence ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, elle est loue sans chauffeur. C'est ça, en fait, la différence avec Aoko. C'est que nous permettons à nos clients et utilisateurs de louer des véhicules sans chauffeur et des véhicules neufs, des véhicules même souvent des 0 km. Alors, comment est-ce qu'on essaie de pouvoir segmenter nos clients? Nous avons des clients très, très exigeants, comme les clients qui viennent de l'Occident. Eux, là-bas, ils sont habitués à des véhicules neufs. Là-bas, les véhicules de plus de 3 ans ne sont pas dans la location. Alors, donc, à ces clients-là, nous leur proposons aussi des véhicules de moins de 3 ans, ici en Côte d'Ivoire. Et avec Aoko, on s'assure que lorsque le client est un client international, on lui propose un véhicule de moins de 3 ans pour ne pas avoir à renchérir sur certaines questions de propriété, de maintenance, tout ça. On fait éviter. Alors, pour les clients qui sont locaux, alors cela dépend de leur choix. On leur met la panoplie des véhicules que nous avons. Alors, nous avons des véhicules neufs, nous avons des véhicules de moins de 5 ans, des véhicules de 10 ans. En fonction de votre budget, on essaie de pouvoir matcher un véhicule. Mais ce que nous rassurons ici à Aoko, c'est que la qualité, quel que soit l'âge, est de mise. Qu'il soit un véhicule de 10 ans, nous assurons que le véhicule est en très bon état, est très propre
et peut faire la mission pour laquelle vous louez le véhicule. Qu'il soit un véhicule neuf, on s'assure que le véhicule est dans les conditions de faire la mission pour laquelle vous louez le véhicule. Donc, on n'a pas à s'inquiéter à prendre un véhicule de 5-6 ans ou un véhicule de 10 ans, pourvu qu'il soit passé par la marque Aoko. Ok. Super. Donc, en fait, vous avez plusieurs types de clientèle et vous avez en fait un parc automobile qui répond en fait à plusieurs types de clientèle. C'est bien ça? C'est bien ce que je comprends, hein, Eric? Oui. Comme je disais, on a un parc auto qui répond à plusieurs types. Alors, on a différents types de clients. On a des clients touristes, on a segmenté en touristes. On a des clients entreprises, corporate, et on a des clients futurs mariés. Alors, vous voyez que les futurs mariés, par exemple, ils aimeraient avoir des voitures de rêve. Ils aimeraient rouler, par exemple, dans une Range Rover, ils aimeraient rouler dans une Porsche Cayenne, ils aimeraient rouler dans une voiture blanche pour le mariage. On a ce type de véhicules, des véhicules de luxe, des véhicules exotiques, des véhicules vintage pour satisfaire leurs besoins. Pour les clients professionnels comme le corporate, ils ont besoin de véhicules pour faire leur mission. Pas forcément des véhicules neufs, mais des véhicules en bon état. Alors, pour ces clients-là qui regardent aussi les budgets, parce qu'ils sont très sensitifs sur les budgets, on doit leur proposer un véhicule qui est dans le budget et qui peut faire la mission, qui est dans les conditions aussi de sécurité et de propriété optimale. Et pour ce genre de clients, nous avons aussi des véhicules comme ça. Pour les clients touristes, effectivement, on a des véhicules. Pour ce type de clients qui demandent surtout des véhicules assez neufs, avec chauffeur ou sans chauffeur. Et voilà, donc le parc auto est très diversifié. Nous n'avons pas que des Kia ou des Hyundai. Nous balayons toutes les voitures qui se vendent en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et nos concurrents internationaux qui sont implantés ici en Côte d'Ivoire. Alors, justement, Eric, si on parle justement de ces concurrents internationaux-là, vous arrivez, donc vous êtes tout nouveau sur le marché, vous venez avec votre innovation, vous avez donc un parc automobile qui grandit de plus en plus, AOCO commence à se faire connaître un peu plus. Est-ce que vous voyez que vous commencez à devenir une espèce de menace, en fait est-ce que AOCO commence à devenir une petite menace justement pour ces gros clients qui sont implantés ici en Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que les gros clients qui sont implantés ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Hess, Avis, Budget, Luxia, alors ces clients-là, majoritairement, 90%, 99% de leur chiffre d'affaires est orienté corporate. Ils servent très rarement les particuliers. Et les particuliers qui arrivent à s'approvisionner ou à louer les voitures avec ces corporates-là, et je vais dire, ces sociétés de voitures internationales, sont des particuliers qui sont d'un certain niveau d'aisance, je veux dire, d'un certain niveau qui ont quand même un budget en conséquence. Alors, nos positionnements, c'est qu'on n'est pas juste que sur le corporate, mais on arrive à balayer toute la gamme, la gamme de la clientèle. Donc, on arrive à servir les particuliers, ce qu'ils font rarement. Donc, sur le segment particulier, on les domine. Sur le corporate, on arrive à les dominer sur la variété du véhicule, mais surtout sur le coût. Parce qu'avec eux, par exemple, une Fortuner 2019, tu la louerais à 150 francs par jour. Et avec AOCO, tu la loues à 70 000 par jour. Donc, il n'y a pas une société corporate qui voit une différence de coût comme ça, très rapidement bascule. Et c'est pour cela que EcoBank, qui était l'un des plus grands consommateurs de location de voitures, avec Avis, a basculé carrément avec AOCO. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 fournisseur de voitures à EcoBank. Donc, je veux dire que on commence à être une menace. On a déjà approché par certaines de ces maisons qui ont voulu qu'on utilise leur véhicule pour les proposer à nos clients. Parce que aussi, avec le Covid,
Il y a eu quand même une belle activité partout. Et donc, il s'intéresse aussi maintenant aux clients particuliers. Voilà, pas seulement les corporates. D'accord, ok. Et donc, Eric, je vais te demander, voilà. Eric, donc ça commence à marcher. Tu as des grosses boîtes, justement comme Hertz, qui commencent à vous remarquer, qui vous approchent. Est-ce que d'un côté, tu n'as pas peur justement qu'on puisse te voler un peu ton modèle d'affaires? Parce que tu sais, on entend souvent ici des entrepreneurs qui ont peur de partager leur idée parce qu'ils se disent à chaque fois, on va voler mon idée. Donc, j'ai pas envie que tout le monde sache comment je fonctionne et tout ça. Là, aujourd'hui, tu es sur Facebook Live. Il y a énormément de personnes qui t'entendent, qui t'écoutent, qui prennent des notes, justement. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, qu'on te vole ce modèle d'affaires-là? Qu'est-ce que tu peux dire, en tout cas, à des entrepreneurs qui nous regardent ou qui vont regarder tout à l'heure ce replay-là et qui vont se demander, qui vont se dire, moi, j'ai peur de partager mon idée à tout le monde. Euh, voilà, j'ai pas envie qu'on me copie, j'ai pas envie qu'on me vole justement mon business. Qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Alors, d'abord, tout court, je l'ai dit, n'ayez pas peur. Il y a de la place pour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, au début, j'avais un peu peur. Au début, je ne disais pas à mes clients utilisateurs que les voitures étaient des voitures des propriétaires, que ce n'est pas une voiture personnelle, c'est des voitures que je parle à d'autres personnes. Je cachais ça au départ. Et un jour, en vacances, je passais sur une voie où je voyais plusieurs marques de véhicules, de concessionnaires. Alors, je voyais Kia, Cetasi, Kia Motors, BMW, Mercedes. Je les voyais en ligne. Hein. Je veux dire que c'est la même voie. Et je me suis dit, comment est-ce que des concurrents peuvent se mettre à proximité? Ils partagent même le mur. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire du business? Et une fois, me disait, tu vois, Marie qui sont en ligne comme ça, ils arrivent à faire des chiffres que toi, tu n'arrives pas à faire. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, n'ayez pas peur n'ayez pas peur que votre idée soit volée. La différence, avoir une idée n'est pas suffisante. La rendre en business et la rendre, comment on dit ça, commerciale, pouvoir la sécuriser, pouvoir la rendre robuste, c'est ce qui fait la différence entre les sociétés. Alors, la même idée, on peut utiliser des stratégies différentes pour la rendre solide. La même idée. Je peux me concentrer sur un segment de clients, l'autre peut se concentrer sur un autre segment de clients, mais je vous assure, vous n'allez pas arriver à satisfaire tous les clients. Ce n'est pas possible. Ça, je vous le dis. On a ici, par exemple, on a Yango qui est là, bon, Uber vient d'arriver, bon, on a nos chauffeurs de taxi traditionnels, mais avec ça, chacun fait sa recette. Donc, il n'y a pas à se cacher, au contraire, il faut travailler à rendre le modèle robuste, à le rendre autonome. Il faut créer un système de fonctionnement qui est robuste. Il faut avoir une gestion de personnel qui est efficace. Il faut pouvoir maîtriser sa marge d'autofinancement. Et lorsque vous maîtrisez ces trois paramètres de gestion, vous n'avez plus peur, vous maîtrisez le coût. Donc, du coup, le marché vous répond favorablement. Super, merci beaucoup. Donc, en tout cas, à tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui avaient justement, vous avez entendu un peu le témoignage de Eric, n'ayez pas peur de la concurrence. N'ayez surtout pas peur de la concurrence parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Si on prend des cas très simples, un peu comme, on va dire, McDonald's et Burger King, ben les deux font exactement la même chose. C'est des burgers, ce sont des frites, ils te proposent à peu près les mêmes repas, mais ils ont de la place, ils ont des clients. Il y a personne qui préfère aller chez McDo. Moi, je suis une fan de McDo, mais j'aime pas Burger King, par exemple.
Mais malgré tout ça, ils sont là, ils font leur business, ils font leur chiffre d'affaires. Et donc, il y a effectivement de la place pour tout le monde. Parce que, Eric, en tout cas, nous, on a souvent des entrepreneurs, on entend souvent des entrepreneurs avoir peur de ça. Et je pense que c'est très important à chaque fois de pouvoir adresser ce problème-là. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais qui peut regarder cette vidéo-là et qui peut être justement inspiré par ce que tu dis, par ton témoignage. Il y a Naï Yuo, j'espère que je prononce bien ton nom, qui dit que ça sent un peu le stratège MBA Health. Donc, est-ce que justement, dans ton background, tes études que tu as eu à faire justement, est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans la gestion de ton entreprise ou alors être sur le terrain, ça n'a rien à voir comparé au papier, comme on appelle ici en Côte d'Ivoire, faire papier ou alors être sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Bon, il ne faudra pas que je dévalue le MBA, mais je veux dire que c'est vrai, ça sert un peu de MBA. Au fait, les études permettent d'éviter certaines erreurs que ceux qui ne font pas d'études le feront. Ça permet d'aller un peu plus vite avec les études, mais l'expérience is a king. L'expérience, comment ça, c'est le master point. C'est ce qu'il faut, en fait. Quel que soit le niveau d'études que vous avez, si vous n'avez pas l'expérience de la chose, si vous ne maîtrisez pas votre business de bout en bout, que vous ayez un MBA, vous ayez un doctorat, vous ayez un master, ça ne donnera rien. Ça, je vous l'ai dit. Le MBA, c'est bon. Ça vous permet de pouvoir très rapidement comprendre, conceptualiser et, et avancer rapidement que quelqu'un qui n'a pas le MBA. Mais en même temps, ça ne vous garantit pas le succès. Ça ne vous garantit pas le succès. Le succès vient de votre personnalité d'abord, de votre capacité à entreprendre, à comprendre votre activité, à, à vendre. Parce que ça, le plus important, c'est de vendre. Il ne faut pas juste faire de bonnes choses et après, c'est invendable. Non, il faut arriver à vendre. Donc, votre capacité à vendre. On a des MBA qui n'arrivent pas à vendre. Ils ont tous ces gros diplômes là, mais ils n'arrivent pas à vendre. Donc, du coup, ils deviennent comme, voilà, tout le monde. Voilà. C'est vrai, c'est-à-dire que sans la pratique, en fait, tous les gros diplômes qu'on peut avoir ne servent à rien, absolument à rien. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, pour ça. Alors, Eric, aujourd'hui, donc, Auco est en train, comme je le disais, en train de se faire connaître. Est-ce que vous pensez demain à aller exporter justement ce modèle d'affaires-là? Est-ce que tu penses que c'est un modèle d'affaires qui peut se faire dans tous les pays africains en général? Waouh! Alors, AOCO existe depuis 2017. Comme je disais, nous sommes en très bonne marche. Alors, nous avons déjà une agence siège ici à Abidjan, à La Palmeraie. Depuis octobre 2020, c'est-à-dire juste après le coronavirus, on a ouvert une agence à San Pedro pour pouvoir attaquer la clientèle touriste et entreprise San Pedro. Elle a fonctionné à 100%. En 2021, nous comptons ouvrir 3 agences dans l'intérieur du pays. Et à partir de 2023, nous comptons nous externaliser dans les pays de la sous-région et qui ont pratiquement le même modèle, qui ont pratiquement le même modèle, qui ont pratiquement les mêmes habitudes de consommation que la Côte d'Ivoire. Le modèle, il est très exportable, il est très exportable et je pense que voilà, ça c'est notre plan de développement et nous y croyons et je pense que nous allons l'arriver. Super, super, merci. Alors pour vous qui nous regardez, donc Claise, Luc, Kevin, Diomandé, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Olivier, je pense que tu as des fans ici. Il y a Naï, je pense si c'est le même Naï dont on parle, qui est là depuis le début de l'aventure et qui te suit en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions et aussi à liker et à partager parce que l'objectif de cette conversation aujourd'hui avec Eric, c'est de pouvoir justement écouter son parcours. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Eric était comme pas mal de gens il a travaillé dans différents pays, et puis à un moment donné, il y a une espèce de graine de l'entrepreneuriat qui a commencé à naître à l'intérieur de lui. Il a d'abord voulu augmenter ses revenus
il a vu justement qu'il y avait des possibilités en faisant louer des voitures et de fil en aiguille, il a commencé à monter justement son business. Et aujourd'hui, Aouko est là, Aouko est présent sur le marché en Côte d'Ivoire. Et Aouko compte s'exporter d'ici, on espère d'ici quelques temps, comme tu l'as dit, en tout cas, Eric. Donc, on souhaite vraiment à Aouko une grande expansion. Et moi, qui aime beaucoup voyager, Eric, j'espère pouvoir retrouver Aouko dans tous les pays de la sous-région où je voyage. Hein. Ça, c'est ton objectif, hein, j'espère. Pour ça, je t'appellerai je ne sais pas moi, du Bénin pour te dire, Eric, je suis là, je suis en train de louer une voiture chez vous. Alors, on va à Yanaï qui pose justement une question. Eric, quels sont tes besoins en termes de partenariat? Waouh! Apparemment, j'ai risque d'avoir des investisseurs à recours. alors, comme il disait, pour le développement de AOCO, déjà dans l'intendant du pays, on a besoin de partenaires financiers pour pouvoir ouvrir des agences supplémentaires pour répondre à la demande de l'intérieur du pays. Et aussi, on a besoin de partenaires au niveau de l'assurance pour pouvoir servir la clientèle particulière parce que effectivement c'est un gros segment. Et pour rendre l'autopartage automatique, il va falloir développer un produit d'assurance qui est propre à l'autopartage. Et donc, on a besoin de se faire accompagner par un gros assureur, de telle sorte que les échanges de véhicules se fassent directement de customer à customer. Et en ce moment-là, on pourra très facilement scale up le business dans toute la sous-région et dans l'Afrique. Donc, Naï, on espère qu'on a pu répondre à ta question et peut-être que tu vas amener des nouveaux partenaires à Eric. Hein, Eric. Alors, il y a une question de Kevin. Alors, cette question est vraiment drôle. Bon. Pour quelqu'un qui a évolué justement dans le pétrole et qui a même occupé des postes de direction, comme j'ai dit à un moment donné, Eric était un petit boss quand même. Hein, est-ce que aujourd'hui les revenus de AOCO se rapprochent de ce que tu touchais en tant que, entre guillemets, en tant que pétrolier? Sinon, qu'est-ce qui te maintient encore dans l'entrepreneuriat? Sincèrement, pour dire vrai, quand on commence l'entrepreneuriat, on pense qu'on sera enrichi dans quelques mois. On pense qu'on va atteindre des revenus faramineux en 2, 3 mois, en 1 an, 2 ans. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça fonctionne. Et sincèrement, AOCO était négatif les 3 premières années. OK? Très négatif. On a été négatif. Et c'est juste le rêve qui me maintenait encore en vie. Le rêve de pouvoir accomplir, de pouvoir arriver. Parce que malgré certains coups par-ci, par-là, effectivement, mais lorsque le rêve est présent et omniprésent, on arrive à toujours trouver l'idée qui va décanter la situation pour pouvoir avancer. Le plus important pour moi, c'était pas. Après, j'ai compris que le plus important, c'était pas d'être riche maintenant, mais c'est d'être peut-être riche demain. Au départ, je voulais avoir beaucoup d'argent, mais après, j'ai changé d'idée. J'ai dit, donc, je veux de l'argent demain. Donc, du coup, je travaille pour demain. Et depuis décembre 2019, AOCO est passé en positif. Nous sommes positifs. Je n'ai pas encore atteint le niveau de salaire pétrolier, mais je pense que peut-être d'ici 2023, j'y vais dépasser et après, bon. Eric, attention aux déclarations sur Facebook. Hein. Ah. Tu risques d'avoir beaucoup de partenaires qui vont venir vers toi là. Hein. Donc, messieurs, mesdames, pour vous qui nous suivez, d'ici 2023, continuez à suivre Eric Adamba, continuez à suivre AOCO parce que là, ils vont décoller. Et vraiment, c'est ce qu'on te souhaite, hein, Eric, parce que quitter le confort, quitter une position stable, quitter un salaire
où on se dit qui est quand même assez intéressant. Et rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est pas une décision qui est facile. Et franchement, moi, je te tire mon chapeau et je tire en même temps mon chapeau à tous les entrepreneurs qui sont sur le terrain en train de se battre tous les jours pour justement poursuivre leurs rêves. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont devenir riches et qui, et qui travaillent justement aussi pour impacter ceux qui sont autour d'eux. Alors, Eric, je vais changer on va changer un peu d'angle par rapport à cette discussion-là. Et puis, moi, j'ai une image en tête en général quand on parle d'entrepreneuriat. Il y a une image qui circule beaucoup où on voit justement un iceberg. On voit le haut de l'iceberg et on voit justement en bas, je pense que cette image-là, beaucoup de gens la connaissent aujourd'hui, on voit justement qu'en bas, le bas de l'iceberg est dans l'eau. Et ce qu'on voit à travers l'eau, justement, c'est la difficulté, c'est les challenges, c'est parfois le manque de sommeil, c'est l'incompréhension de ceux qui nous entourent, c'est la solitude aussi, hein, parce que souvent on est seul à croire à son rêve et il n'y a pas beaucoup de gens autour de nous qui sont là pour nous aider et pour nous pousser. Donc, pour toi, justement, quels ont été ces challenges-là les plus difficiles que tu as eu à relever lorsque tu as décidé de partir dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça a été plus d'ordre familial, d'ordre financier, ou alors tu as eu d'autres challenges, j'imagine, ou alors c'était une combinaison de pas mal de choses? Alors, c'est une très bonne question. J'ai eu beaucoup de challenges. D'abord, au niveau personnel, entrer dans l'entrepreneuriat demande un certain mindset, c'est-à-dire un certain état d'esprit. Il faut être fort mentalement. C'est-à-dire que il faut être assez résilient pour pouvoir, surtout en Côte d'Ivoire, en Afrique, où toutes les ressources ne sont pas forcément adaptées à l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir s'adapter et être résilient, croire en sa chose. Et donc, lorsque j'ai lancé le business de l'autopartage, c'est vrai, d'abord, le premier grand obstacle était ma famille. Les gens n'arrivent pas à comprendre que je laisse un boulot comme ça pour. D'après les gens, ils appellent ça la ferraille, pour de la ferraille. Donc, ils disaient, mais parce que quelqu'un qui s'en fait des études, des MBA pour nous faire la ferraille ici en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc, ces critiques-là, souvent, ça pèse. Et lorsque ces critiques viennent des plus proches, ça peut vous freiner. Okay? Et il faut dire qu'il est arrivé ce moment où j'ai été attristé par le fait que mes proches ne croyaient pas trop à la chose. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dépasser. Mais il faut aussi pouvoir se recalibrer pour les personnes qui ont travaillé, qui ont eu à travailler, certaines amis qui ont atteint un certain niveau de responsabilité, se voir en train de lutter avec 10 000, 20 000 francs, c'est pas facile. Okay? Donc, il faut pouvoir se recalibrer, il faut pouvoir vivre. Parce que comment est-ce qu'on crée la richesse? La richesse se crée en, en, en dépensant moins. C'est-à-dire que la richesse se crée en diminuant les dépenses, en vivant à l'essentiel. Ouais. Si, par exemple, vous n'arrivez pas à enlever tout ce qui est superflu autour de vous, il sera très difficile de créer la richesse. Donc, ça, c'était un travail qu'il fallait faire de façon personnelle à un niveau. Il fallait que je puisse me séparer de ce qui est superflu, n'est pas essentiel pour l'heure, ok, pour pouvoir continuer à travailler avec Aoko. Donc, ça, c'est aussi une difficulté. Je dirais quelques difficultés encore. Donc, pour moi, c'est ces deux grandes choses ont été réussies. Mais aussi, il y a aussi la technicité. Souvent, on n'est pas outillé à faire tout en même temps. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais créer une plateforme d'autopartage. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas quelqu'un qui code. Moi, je suis peut-être un manager, je suis habitué à manager des équipes, mais je ne sais pas coder. Donc, ça, c'était un obstacle. Je vous dis que pour mettre la plateforme de l'autopartage,
en ligne, il a fallu 2 ans. Alors, s'il fallait attendre avoir la plateforme avant de commencer le business, j'aurais attendu 2 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai vu qu'après 6 mois, je ne peux pas avoir la plateforme comme je voulais, j'ai imaginé le business petit. C'est-à-dire qu'en partant avec les moyens de bord, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Google, et avec ça, je faisais l'autopartage. Donc, j'étais à fond dans le relationnel. Jusqu'à 2 ans après, la plateforme est venue. Donc, elle a encore amplifié le travail qui était déjà existant. Donc, du coup, c'était aussi un gros obstacle. Mais pour moi, c'était un avantage. Ça m'a permis de pouvoir fonctionner en tant que PME à une structure de fonctionnement assez solide. Et voilà. Et l'informatique vient maintenant pour amplifier les effets. Alors, il y a Kevin qui demande justement, lorsque tu parles de création de richesse, tu veux dire en gros qu'il faut réduire son train de vie. Est-ce que c'est ça? C'est exact. Il faut absolument réduire son train de vie. C'est-à-dire, on peut pas créer de la richesse si on dépense plus. C'est pas possible. Il faut forcément générer un surplus et c'est ce surplus-là que tu vends. S'il n'y a pas de surplus, tu ne peux pas vendre. Donc, si l'argent que tu gagnes est absorbé, il n'y a pas de surplus pour pouvoir trader. Donc, du coup, tu ne peux pas devenir riche. Ok, alors c'est vraiment une très très bonne notion et je pense que justement cette notion-là, Eric, n'est pas forcément apprise euh, dans notre société. C'est pas forcément une notion que les jeunes justement d'aujourd'hui ont. C'est pas des valeurs peut-être qui sont partagées dans nos sociétés, malheureusement, où aujourd'hui, on parle beaucoup plus du matu vu. Justement, on veut louer des voitures de Auco pour dire que on a des Range Rover. Hein. C'est un peu ça, hein, Eric. Hein. Je ne veux pas te faire une mauvaise publicité, mais en gros, c'est un peu ça aussi ce qui se passe. Bien côté, ça va, ça va. Alors ça, justement, ça m'emmène à la question de la jeunesse. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où 2020, c'est une année qui est très complexe. C'est une année qui ne ressemble pas aux autres. On a eu à faire face justement au Covid. Aujourd'hui, nous, on se trouve en Côte d'Ivoire, donc on a à faire face à une situation électorale qui est compliquée. L'économie en a pris un gros coup. Beaucoup de choses se sont ralenties. On voit nos jeunes qui se posent des questions justement par rapport à leur avenir et tout ça. Alors, ma première question, c'est en tant que business, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à faire face à ces situations-là? C'est vrai qu'on dit que l'entrepreneur doit être résilient, mais quand tu as le Covid qui vient et juste après, tu as une crise électorale, à un moment donné, on s'était dit, bon, on commence à sortir du Covid et certains entrepreneurs commençaient peut-être à voir un peu la lueur au bout du tunnel, mais maintenant, il y a une crise électorale. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, tu arrives à vivre ces difficultés-là et à les traverser et à te dire que tu dois continuer? Et je veux m'excuser d'abord, Eric, parce que il faut que je branche mon téléphone parce que sinon ça risque de couper. Donc je te laisse répondre pendant que je branche mon téléphone. Alors, oui, ça c'est une question épineuse. C'est vrai que avec le Covid, le Corona, nous sommes dans la mobilité. Donc, le Corona a frappé en plein fouet dans tous les business qui sont orientés mobilité. Et on n'a pas été épargné à Oko. Notre business a été réduit notre chiffre d'affaires a été réduit de plus de 70%. Notre temps de travail a été réduit de plus de 80%. On a eu des contrats de longue durée qui ont été suspendus pendant 4-5 mois, d'autres ont été carrément annulés. Donc, ça a été une période très, 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 très difficile pour nous. Effectivement, aussi, les élections qui viennent, je vous dis, depuis 3 semaines, on n'a presque pas de commande de véhicules. Chacun essaie
de pouvoir gérer la liquidité voilà, qu'il a. Donc, c'est des choses qui arrivent durant votre business, durant votre parcours d'entrepreneur. Il y aura forcément des bas. C'est pas toujours des hauts. Mais comment est-ce que il faut arriver, comment est-ce que on arrive à traverser les bas? Alors, voici ce que j'ai fait. Alors, d'abord, il ne faut jamais s'arrêter. Ça, c'est ma philosophie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire de grands pas. Juste un petit pas est suffisant. Donc, il faut créer ce qu'on appelle une dynamique au sein de l'équipe, au sein de la société. Et donc, je me focalise sur la création de la dynamique. C'est que un certain, un certain mouvement qui permet de faire tourner toujours la société, quelle que soit l'association, on essaie de s'occuper, de créer une dynamique qui permet de continuer, qui permet de faire tourner que la roue tourne lentement ou rapidement, pourvu qu'elle tourne et qu'on ne s'arrête pas. Ça, c'est de un. De deux, effectivement, lorsque la situation devient difficile, lorsque tu as appris à faire le business avec des maigres moyens, tu arrives à le recalibrer ou bien tu arrives forcément à redescendre avec les mêmes moyens lorsque tu commences le business. Alors, aujourd'hui, je suis habitué à faire le business. Aujourd'hui, on est à 5. On est à 5 ou à 6 à Oko. Mais à Oko a commencé avec une seule personne. OK? Donc, comment est-ce qu'en temps de crise, on peut arriver à descendre de 5 à une personne ou bien à 0 personne et juste laisser le système tourner? Donc, c'est ces capacités-là à pouvoir, pendant que nous sommes en haute saison, on essaie de pouvoir, ce genre de choses-là, est-ce que Aoko peut tourner avec une seule personne? Mais effectivement, ici à Aoko, on a pu tourner avec une seule personne, avec 2 personnes, avec 3 personnes, avec 4 personnes, avec 5 personnes. Oui, on a appris à tourner. Donc, du coup, lorsque on se trouve dans une situation difficile, on essaie de réduire les dépenses, on essaie de réduire au niveau où on pense être rentable pour pouvoir continuer l'activité. Donc, par exemple, la période COVID-19, alors, comme je disais, je suis dans le management. Alors, mon équipe, on s'est assis, je lui ai fait une proposition. Alors, je lui ai dit, les gars, soit on ferme la société, on la rouvre après COVID-19, ou on accepte certaines conditions qui permettent de continuer au minimum et on continue de travailler. Alors, l'équipe a accepté de faire la trêve, une trêve qui nous a permis de pouvoir réduire au maximum les dépenses. Et on a mis en place un système de télétravail qui nous permettait de ne pas se déplacer. Et comme nous-mêmes déjà, nous sommes dans le digital, on n'a pas besoin d'avoir une voiture physiquement pour la faire louer. Donc, du coup, c'était très facile pour nous. On a un système business qui n'est pas consommateur. Notre système de gestion est 100% digital. Donc, on n'a pas besoin d'être physiquement au bureau pour pouvoir travailler au cours. Depuis la maison, depuis au portable, ils ont accès au système de gestion, au système de réservation. Et ça se passe comme ça. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on a pu, avec déjà la crise, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, vous voyez, je suis seul ici à Oko. Depuis une semaine, tout le monde est bon, pas en vacances, mais en télétravail. Donc, c'est pour dire que malgré ça, on continue de travailler à Oko. On continue de faire plus on continue de parler d'Oko à un strict minimum. Et c'est là que le digital est vraiment une opportunité pour nous, les Africains. On sera difficile pour nous de compétir dans l'industrialisation. Il sera difficile pour nous de compétir dans la transformation. Mais dans le digital, on peut compétir avec les Occidentaux, avec les Européens. Parce qu'il faut très peu pour se lancer. Donc, il faut très peu pour se lancer. Et ce qui ouvre un peu la porte justement à l'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui besoin de gros moyens. Bon, quoique il y en a qui disent que
c'est pas qu'il y en a qui disent, il y en a qui ont besoin de financement. Pour certains, ça dépend de tout business, j'imagine. Il y a des besoins en financement. Mais comme tu le dis, dans certains secteurs, avec justement le digital aujourd'hui, on peut commencer un business sans forcément avoir besoin d'argent. On peut continuer un business qu'on a commencé, comme tu le dis, on essaie justement de réduire justement toutes les dépenses et tout ça en faisant tout sur le digital. Alors, on va prendre, il y a quelques questions ici. Il y a Désiré Bamba qui nous dit qu'il est de ton avis. Calibrer, ça c'est sûr, en fait, ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais justement de limiter les dépenses de la création de la richesse. Il nous dit, je suis d'avis, calibrer le train de vie sur les performances réelles de son entreprise. Donc, pour lui, c'est un élément qui est essentiel. Il y a Diomandé qui nous dit, Aîné Eric, je sais que l'idée d'autopartage est très intéressante et je crois que vous attendriez très rapidement, vous allez atteindre très rapidement vos objectifs. Mais il faudrait savoir, en fait, Eric, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé entreprendre directement dans le secteur pétrolier avec tous les contacts que tu as eus et tout ça? Attends, Eric, moi j'ai une question pour toi. Quand on entend pétrole, on a l'impression de voir l'argent en train de pleuvoir. Et toi, tu as décidé d'aller dans ce que tu dis ou ce que ton entourage a dit, le business de la ferraille. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Essaie de nous éclairer un peu là-dessus, là. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans ce business de la ferraille et pas justement là où il y a l'argent qui coule, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, ça, c'est vrai que quand on entend pétrole, c'est un domaine sans commune mesure. C'est les endroits où l'argent coule vachement. On atteint des niveaux de salaire qui dépassent souvent l'entendement. Mais euh, ce n'est pas le métier du futur. Ça, je vous garantis. Et ceux qui sont le pétrole, depuis 2008, savent que ce n'est plus le métier du futur. Ce n'est plus le métier des années 1960, des années 1945, des années 1600. Le pétrole devient dans beaucoup de pays et pour le monde entier la deuxième source d'énergie. Et même, je vous dis, elle est en train de passer à la troisième source. La première source n'est plus le pétrole. Donc, du coup, la demande la demande en capital humain est en train de verser. Aujourd'hui, pour un champ pétrolier, on n'a plus besoin de déployer 150 personnes comme des années 2000. Avec juste 50 personnes, on arrive à pouvoir faire du forage pétrolier. Aujourd'hui, dans le domaine pétrolier, est fortement attaqué par le digital. Depuis la base à terre, on arrive à faire des forages en mer sans y être en mer. Donc, du coup, chacun essaie de trouver des moyens pour pouvoir réduire les coûts d'exploitation, les coûts opérationnels. Et le pétrole aussi est pareil. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est plus la première source d'énergie. Et pourquoi est-ce que je quitte? Pas parce que les niveaux de salaire ont forcément diminué, non. Les salaires sont toujours pareils. Mais je ne quitte pas définitivement. Je suis pétrolier, je suis pétrolier de formation. Peut-être que je vais commencer à la ferraille. Quand j'aurai 500 millions, 1 milliard, je pourrais investir dans un projet pétrolier. Parce qu'un projet pétrolier, minimum, ici en Côte d'Ivoire déjà, pour avoir un contrat pétrolier, pour avoir une autorisation, il faut 300 millions de signatures. Ça, c'est juste la signature. Et maintenant, pour pouvoir déployer un petit rig, il te faut minimum 500 millions. Donc, un seul puits te fait minimum aujourd'hui 20 milliards de francs CFA. Bon, comment est-ce que tu veux que moi, je quitte et je parte faire le pétrole directement? Il faut aller quelque part chercher l'argent et puis ensuite venir faire le pétrole. Donc, voilà, ça c'est un peu l'anecdote. Donc, demandez, tu as eu ta réponse. Hein. Voilà. Donc, il n'a pas forcément quitté pour quitter. Un jour, il attend d'amasser assez d'argent pour aller investir ensuite après dans le pétrole. Super, merci beaucoup Eric pour cette réponse. Alors, ça fait à peu près 1h15 qu'on est en ligne, donc on va quand même accélérer. Alors, moi j'ai une question pour toi justement, Eric, par rapport à nos jeunes hein, aujourd'hui. Donc,
qu'est-ce que tu peux dire justement à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine? Beaucoup, parfois, ne vont pas se... Lorsque tu vas raconter ton histoire, ils vont dire oui, mais toi, le vieux père Eric, toi, l'aîné Eric, hein, tu es allé aux États-Unis, tu as fait tes études là-bas, tu as une avance sur nous. Nous, on est restés là au pays, on essaie de s'en sortir et tout ça. Peut-être qu'ils vont voir justement cette différence au niveau de la formation, se dire que parce que toi, tu es allé à l'extérieur, tu reviens aujourd'hui sur le terrain, ça marche peut-être mieux pour toi, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire justement à ces jeunes-là qui veulent commencer l'entrepreneuriat ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et pour qui c'est difficile? C'est même pas difficile, c'est chaud comme de la braise. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? On peut dire que peut-être le parcours a contribué à beaucoup de choses, mais peut-être que si je disais que j'ai commencé à être entrepreneur, ma première entreprise d'abord, j'ai commencé à être sur les chaussures, qui était très petit. Après, j'ai fait des jeux vidéo. C'est-à-dire que ceux qui connaissent, ceux qui ont fait le comité de patin technique savent que j'ai fait des jeux vidéo. Et après, j'ai fait la couture. Ceux qui ont fait l'IMP-HP savent que Eric a fait la haute couture ici à Djamé. Et quand j'étais en terminale, en première année d'université, pardon, donc j'ai fait la haute couture pendant moins de 2 ans. Tout ça, c'est tombé après, bien sûr, ça n'a pas réussi. Et après ça, voilà, j'ai fait One Magazine. J'ai été le rédacteur-chef d'un magazine de jeunes, One Magazine, qu'on a fait, voilà, qui est aussi tombé. Je veux dire que, en fait, et tout ça, en ce moment, je n'étais pas encore dans le pétrole. Hein. Je n'étais pas forcément dans le pétrole. J'étais comme vous, j'étais ici. Bon, voilà, j'ai pas fait de formation hors de la Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, entreprendre, ce n'est pas pour la beauté des yeux, ce n'est pas pour la beauté du nom, ce n'est pas pour se faire voir. Tout commence par répertorier les besoins au niveau du marché. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent entreprendre pour entreprendre. Non. Est-ce qu'il y a un besoin sur le marché? Est-ce que tu as identifié les besoins sur le marché? Et je pense que nos jeunes aujourd'hui sont tellement intelligents à pouvoir capturer les besoins du marché et à chercher comment satisfaire ces besoins. Une fois que vous avez capturé, vous avez identifié les besoins du marché, vous avez la capacité de pouvoir combler les besoins du marché, je pense que vous pouvez être un entrepreneur. Et être un entrepreneur, ce n'est pas forcément avoir un bureau, ce n'est pas forcément avoir une équipe, mais c'est d'abord répondre aux besoins, c'est d'abord trouver le marché, c'est d'abord opérer au minima avec votre personne. C'est l'esprit d'abord qui est entrepreneur avant les bureaux, les sociétés, tout ça. Donc, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire en Afrique. Ceux qui ont la chance d'aller à l'extérieur, qui vont peut-être d'un pays anglophone, bon, je vais dire en Occident ou dans les Amériques, il y a beaucoup à faire. Il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour pouvoir satisfaire les besoins du marché ou bien faciliter la vie aux Ivoiriens. Donc, il n'y a pas de parcours idéal pour être entrepreneur. Il y a des gens qui ont été entrepreneurs à l'âge de 16 ans, 18 ans. Regardez les musiciens. Les certains qui commencent à 9 ans, aujourd'hui, ils sont des stars. Ils n'ont pas fait des études que nous avons fait, mais ils touchent plus que nous. Regardez, il y a des gens qui ont fait l'entrepreneuriat à 75 ans. Donc, vous, les jeunes qui avez le niveau bac ou bien le niveau BTS, je vous dis que pour moi, ça peut être le meilleur moment d'être entrepreneur parce qu'il y a moins de charges, il y a moins de. Le risque pour vous n'est pas très énorme. Par contre, pour nous autres qui avons travaillé 10 ans avant d'être entrepreneur, on a beaucoup plus de risques, on a la famille, on a des obligations qui rendent un peu difficile. Mais
À cœur vaillant, rien n'est impossible. Si tu veux être entrepreneur, tu le seras. Quel que soit l'âge, quelles que soient les obligations, quelles que soient les choses. Pourvu que tu arrives à répondre aux besoins du marché. Et c'est surtout ça. C'est surtout ça. Il faut répondre à un besoin spécifique. Sinon, ça sera très difficile. Super, merci, merci. Bon, il nous reste, on va dire, ça fait 1h20 qu'on est en ligne. Alors, on a une question de Kevin qui nous dit, donc on va prendre cette question-là et après on va aller à la fin de notre conversation. Et j'aimerais en tout cas remercier déjà à l'avance tous ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. J'aimerais en tout cas vous dire merci d'avoir été là. On sait qu'au début, il y en a eu des petites difficultés techniques, mais bon, maintenant ça va, je pense. Et Eric Adangba est donc le fondateur de Auco Rent, qui est donc une plateforme de location de voitures entre particuliers. Et donc, on a l'honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il nous a parlé un peu de son parcours, de sa formation, d'où il vient. On a découvert que Eric était un boss dans le pétrole et qu'il a lâché justement ce côté-là pour entrer dans le domaine de la ferraille, entre guillemets, mais que dans ce domaine-là, et bien, après 3 ans, hein, c'est ça, 3 ans de chiffre d'affaires négatif, ben, il commence justement à sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, on voit justement un entrepreneur qui a décidé malgré tout de suivre sa passion, malgré les obstacles, malgré les critiques, malgré les gens qui ne l'ont pas supporté, de continuer dans sa vision et d'être là où il est aujourd'hui. Donc, Auco aujourd'hui commence à faire peur, à faire trembler un peu, on va dire, hein, Eric, les grosses compagnies sur la place. Donc, ça, c'est pour ceux, en tout cas, qui viennent de nous rejoindre. On va juste prendre la question de Kevin qui demande, Eric, justement, comment est-ce que tu arrives à gérer, en fait, quelle est ton organisation personnelle au niveau familial, dans tes tâches quotidiennes, donc notamment professionnelles, et aussi au niveau divertissement. Donc, je pense divertissement, relaxation. Est-ce que tu arrives à trouver une balance dans ta vie d'entrepreneur? En général, Eric, ce sont des questions qu'on pose en général aux femmes. C'est la première fois que je pose, je t'avoue, cette question à un homme. Comment est-ce que tu arrives à joindre l'équilibre avec les différents rôles que tu as dans ta vie? Wow, je ne sais pas si je suis équilibré, mais je ne sais pas si je suis équilibré. Hein. Moi, je ne pense pas que je suis équilibré. Mais je veux dire que pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup m'amuser. J'aime beaucoup m'amuser. Je peux m'amuser pendant des heures. Mais en même temps aussi, je peux travailler 3 jours d'affilée sans m'amuser. Une semaine, un mois sans m'amuser. Je peux les faire. Et il m'arrive des moments où je suis à fond la caisse dans le travail. C'est boulot, maison. Il y a des moments où je suis à fond dans les divertissements. Voilà, je me tape du jeudi, vendredi, samedi, en train de soit dormir ou en train de voilà, de m'amuser avec mes amis. Et au niveau familial, Eric, j'ai 2 enfants. Heureusement, ils sont encore petits, mais pas forcément heureusement parce qu'ils demandent beaucoup d'assistance, faut être là, il faut gérer les enfants. C'est pas très souvent facile. Heureusement que la mère comprend. Donc, du coup, j'essaie d'être présent dans les mois les plus importants de mes enfants et de ma femme. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai des choses qui ne ratent pas, comme les anniversaires, comme les plats à table. J'ai fait tout pour pas rater les plats à table, le petit déjeuner avec la famille. Et puis, mais euh, après, je suis au bureau, tu m'appelles, mais tu ma femme, je ne réponds pas, hein, je laisse. Je suis concentré. Tu attends à 19h pour, tu attends à 19h pour que je réponde. Voilà. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit équilibré, mais voilà, il faut un moment de sacrifice pour pouvoir asseoir et après commencer à bénéficier. Voilà. Quand tu as une équipe forte, tu peux mettre certaines choses. Super, d'accord, merci beaucoup. Alors, dernière question de Diomandé.
Il aimerait savoir encore, est-ce que c'est prudent de se mettre avec 2 ou 3 personnes pour entreprendre? Si oui, quels seraient justement des conseils que tu pourrais lui donner pour ne pas qu'il fasse peut-être les mêmes erreurs que tu as eu à faire toi-même? Bon, moi, je vais être franc avec vous, hein, parce que quand on partait aux États-Unis, dans les pays occidentaux, ils disent que pour entreprendre, il faut être au minimum deux. Moi, ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand j'ai fait ma société de jeux vidéo, j'étais deux, c'est tombé. Quand j'ai fait la couture, on était trois, c'est tombé. Quand j'ai fait le magazine, on était quatre, c'est tombé. Et quand j'ai fait la reco, on était seul, c'est un problème. Donc, je vous dis la vérité, hein, souvent, c'est pas pour stigmatiser les Ivoiriens ou bien, mais souvent, on n'a pas la même compréhension des choses et on n'a pas la même vision. On croit peut-être avoir la même vision, mais souvent, on n'arrive pas à. Au départ, on s'entend et puis après, ça devient difficile. Tu ne peux que t'associer au début si vraiment, techniquement, tu as besoin d'une autre personne. Mais si tu n'as pas besoin de quelque chose, je préfère que tu asseyes les bases. Et lorsque les bases sont assez, tu peux t'associer. Actuellement, moi, je cherche des actionnaires. Je suis prêt à tellement. Le capital ouvert. Je cherche des gens parce que la base est assise. Et je sais que ceux qui vont venir, ils vont suivre les traces. Voilà. Forcément, hein, je vous dis, ça ne sert à rien aussi de rester seul parce que seul, tu n'arriveras pas très loin. Tu vas t'épuiser en cours de chemin. À 2, à 3, à 4, tu vas aller très loin. Mais il faut vraiment que les bases soient solides. Si tu as la chance de faire les bases solides à 2, à 3, ok. Mais de mon expérience, c'est pas facile ici en Côte d'Ivoire. C'est pas très facile. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci Eric. Donc, Diomandé, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Donc, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, écoute un peu ce que Eric a dit, hein. Peut-être que tu peux commencer seul. Tu peux aussi essayer, dans tous les cas, je pense que c'est important d'avoir sa propre expérience. Et Eric, lui, il a essayé avec plusieurs personnes, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il a essayé seul, ça a marché, mais ça, c'est son expérience à lui. Peut-être que toi, ton expérience sera différente. Donc, lorsque on nous donne des conseils, c'est bien, on écoute, on prend. Après, nous, soi-même, il faut aller expérimenter aussi. Donc, j'espère en tout cas que ces conseils-là vont t'aider à vraiment à choisir, à faire avoir la meilleure décision possible. Eric, alors, on arrive à la fin de notre conversation. Ma dernière question pour toi, ce serait quelle est la citation qui te motive? Qu'est-ce qui te motive chaque matin là? Parfois, tu es un être humain, non? Donc, il y a des fois, on est lundi matin, tu as eu un bon week-end, tu t'es reposé, tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de continuer. Surtout là, on est dans cette période de crise électorale où c'est pas facile. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves à chaque fois? Tu es sur mute, Eric. Tu es sur mute. C'est pas facile à répondre. Il y a beaucoup de choses qui me donnent le courage de pouvoir continuer. Euh, je crois au faible commencement. Voilà. Donc, je suis, je suis chrétien, donc j'aime beaucoup les versets bibliques. Et il y a certains versets qui disent que ne néglige pas les faibles commencements. C'est exact quand tu vois l'image de l'iceberg, on ne voit que la surface qui est tout petit. Mais si tu n'arrives pas à voir au-delà du tout petit, tu vas rater le gros qui est en bas. Et donc, quand je me retrouve dans des faiblesses, c'est là que je me rappelle que euh, le gros truc est en bas. Donc, il ne faudrait pas que je m'arrête. Donc, c'est quelque chose qui me motive. Et je sais aussi que
l'argent répond à tout. Quand on veut ou pas, l'argent répond à tout. Et il ne faut pas se leurrer la face. Si tu dors sur tes lauriers, tu n'auras pas d'argent pour pouvoir satisfaire les besoins de ta famille, de tes proches, de ta communauté, pour pouvoir laisser un héritage à tes enfants. Donc, du coup, pendant que tu es vivant, pendant que tu as la force, pendant que tu es jeune, il faut batailler. Il ne faut pas perdre de challenge, il faut continuer à foncer. Et forcément, le succès se tirera au bout. Il n'y a jamais quelqu'un qui a travaillé sans avoir le succès. Voilà. Super, merci beaucoup, Eric. Alors, ça fait 1h30 pile poil, donc on va s'arrêter là. Donc, j'aimerais remercier en tout cas tous ceux qui ont assisté à ce Facebook Live. J'espère que cette conversation, ce parcours de notre très cher entrepreneur Eric vous a inspiré, vous a impacté, vous a touché. On espère aussi que ça a répondu à certaines questions. Je pense que Eric, quand même, est assez ouvert et disponible pour tous ceux qui ont d'autres questions pour lui. Je pense que vous pouvez le rejoindre et lui les poser directement. Eric, où est-ce que les gens, par exemple, qui veulent être des clients de AOCO, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, on peut me trouver partout. Voilà, je suis à Abidjan, je suis joignable sur le 08 07 75 35 pour les conseils, pour les encouragements, pour des modèles de business. Je suis joignable, je suis très ouvert à la jeunesse. Ici à Oko, chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, on prend autour des cas stagiaires qu'on aide à avoir les diplômes. Donc, on est très ouvert à aider la jeunesse à arriver au bout. J'ai mon email, il y a le site aoko.net, le contact, vous pouvez là-bas, vous écrivez, ça tombe directement chez moi. Ça ne va pas chez un commerçant, ça tombe directement chez moi. C'est moi qui reçois. Donc, du coup, forcément, vous pouvez m'atteindre. Je ne suis pas caché. Voilà. Ok, merci beaucoup, Eric. Merci à tous. On arrive à la fin. Et puis, restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne connaissent pas Entre Africa, on est donc une communauté d'entrepreneurs. On a pour objectif, en fait, de créer la plus grande communauté d'entrepreneurs en Afrique sur les 10 prochaines années. Une communauté qui s'entraide, une communauté, justement, où est-ce que vous pouvez avoir des conseils techniques au niveau de votre business, des masterclass. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez rentrer en contact avec nous, aller sur la page. Donc, vous êtes déjà sur notre page Entrepreneurs Entre Africains. Likez la page, envoyez-nous toutes vos questions et puis je me ferai le plaisir en tout cas de vous répondre. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Dans 2 semaines, je recevrai encore un autre invité qui viendra nous parler d'un sujet secret. Vous allez le découvrir très bientôt sur sur la page Facebook de Entrepreneurs Entre Africains. Eric, merci beaucoup et à très très bientôt. Merci à Diomandé, Olivier, Kevin, Dugnon, merci à Naï, merci à tous ceux qui nous ont suivis, Jean-Anne, merci beaucoup, Claise, Sylvain, merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.